BFM Business. Check-up santé, au cœur de l'innovation santé. Fabien Guèze. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver sur BFM Business dans le Check-up Santé, cette fois-ci consacré entièrement à nos chères infirmières libérales. Et tout de suite le sommaire. Cette semaine dans Check-up Santé, focus sur les infirmières libérales. Comment les accompagner dans leur formation? Réponse avec les directeurs d'Orion Santé, Marcel Afergan et William Livingstone. Dans le dossier de la semaine, zoom sur la journée nationale des infirmiers libéraux. Sont-ils suffisamment reconnus? Comment leur profession a-t-elle évolué? Grégoire Coutan, directeur général d'Iseos, et Catherine Kirdinis, la présidente du syndicat national des infirmiers libéraux, seront sur notre plateau. Sans oublier évidemment la chronique high-tech. Bienvenue dans Check-up Santé. Alors, on commence à se lasser de l'actu santé de Julien Guérardi. Ça tombe bien, il est en vacances cette semaine. Donc, on va se passer de sa chronique actu santé et passer directement à mes deux premiers invités, patrons d'Orion Santé. BFM Business. Check-up santé, l'entretien. Marcel Afergan, bonjour. 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 William Livingstone, bonjour. Bonjour. Vous avez un nom magnifique. Magnifique. On a l'impression que vous sortez directement d'un film de Les Aventuriers de l'Arche perdue. Origine irlandaise. Original. Ah, donc rien à voir avec le David. Non. Avec David Livingstone, l'explorateur. Non. Dommage. Eh oui, mais bon. Très bien. Donc vous êtes les deux patrons fondateurs d'Orion Santé. Vous êtes tous les deux à la base infirmiers. Oui. Oui. Eh oui. Nous sommes infirmiers à l'origine, formation d'infirmiers classique, et dans les années 2000, on a créé cette société, D'accord. Orion Santé. Et vous n'êtes plus, évidemment, vous n'avez plus le temps, vous n'êtes plus infirmier maintenant. Et, non, on ne fait que la gestion et le développement d'Orion Santé. Mais bon, on était infirmier libéral et qu'infirmier libéral, et on est né pour ça, je crois. Très bien. Bon, on va commencer par les choses qui fâchent. Allez, si. Vous m'avez piqué ma collaboratrice. Mais oui. Que j'ai eu pendant 7 ans. On s'en doutait, et on J'espère est ravis de l'avoir piqué. Ah, j'imagine. Elle est compétente, un petit peu fragile. Un petit peu. Un petit peu fragile, mais bon, c'est pas très grave. Donc vous lui passerez mon bonjour. Ben, bien sûr. Et vous lui direz que je double son salaire si elle revient à Paris. Il y a Oh aucun problème. là. Ok. On ne lui dira pas. Très bien. Donc vous êtes donc on peut dire, hein, les leaders un petit peu de la formation continue en France. Donc Orion, vous me disiez, ça a commencé quand? Dans les années 2000, Que vous avez cofondé. on a Absolument. Oui. On est cofondateur de cette société. Il y avait une nécessité d'accompagner les infirmières, et notamment les infirmières libérales, à la formation continue, parce qu'on voit la nécessité de la réactualisation des connaissances de cette population pour, bien évidemment, la qualité des soins. Et on voit un public, les infirmières, qui sont très sensibles à la formation, à réactualiser leurs connaissances pour la qualité. Donc, de manière générale, les infirmières se forment. Parce que c'est vrai que les professionnels de santé, jusqu'à une certaine obligation, mais qui est une semi-obligation, puisqu'il n'y a pas de sanction, c'est à la française. Oui, elle dépend c'est à la contrôlée, française. mais bon. Et elles se forment, les infirmières se forment beaucoup? Ouais, très volontiers. Il y a environ, on passe de l'Agence nationale du DPC, il y a à peu près 33 000 infirmières qui se forment chaque année. Elles ont des droits à formation, etc. Mais elles sont très assidues, elles ont envie de partager avec les autres. Et vraiment, elles font la formation du début à la fin, des échanges nombreux et sous différentes méthodes, bien sûr, mais vraiment. Voilà, justement, c'est la question que j'allais poser. Vous avez plusieurs méthodes de formation, c'est ça? Oui, on a alors des formations classiques, le présentiel, c'est-à-dire 2 jours dans une salle avec un formateur animateur. Je rappelle qu'un formateur sont tous des infirmiers libéraux en activité. Donc c'est hyper important pour ça. On a des formateurs exclusifs à Orion, non, ou des formateurs que vous allez chercher Principalement, ils sont exclusifs à Orion Santé. Alors ça, c'est la méthode présentielle classique. On fait donc de l'e-learning, c'est-à-dire de la formation à distance. Donc ça a remporté un certain succès. On a commencé ça en fin 2013, et on s'aperçoit que ça correspond à des besoins de certains infirmiers en termes de disponibilité, parce que c'est pas toujours simple de trouver un remplaçant. Donc évidemment, cette méthode correspond bien à certains professionnels. On a la méthode congrès, et on organise chaque année un grand congrès. On va en reparler tout à l'heure. Donc vous avez aussi des congrès. Ça fait partie présentiel.
Congrès, e-learning, et puis partage de pratiques, hein, c'est ça? Vous organisez des petites réunions? Oui. Faites organiser des petites réunions? Des petites partage de pratiques, et donc les infirmières peuvent échanger sur la pratique, vraiment la pratique, et définir une conférence de consensus entre elles sur les bonnes pratiques devant ce cas. Alors, cette formation, ça a un prix, ça a un coût. Qui paye ces formations? La NDPC. C'est la NDPC qui est un groupement d'intérêt public entre l'État et l'assurance maladie, avec une enveloppe annuelle. DPC qui veut dire développement professionnel continu. Développement professionnel continu. Et donc une enveloppe annuelle qui est vite consommée, trop vite consommée, mais qui paye les coûts pédagogiques et qui indemnise les infirmières pour perte de ressources. D'accord. Pourquoi trop vite consommée? Parce qu'elle est insuffisante, je crois, et que la demande... C'est pas ce qui était prévu, non? Les enveloppes étaient... la NDPC ou le DPC est un peu victime de son succès, et il y a 500 000 libéraux, en toutes professions confondues, à peu près en exercice, et la somme allouée ne suffit pas pour véritablement former tous les professionnels. Alors on parle des infirmiers, des médecins, des kinés. D'accord. Alors qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus d'argent par le DPC, par l'État? Ça ne peut plus s'inscrire. Alors il y a ce qu'on appelle, ils créent des files d'attente, etc. Mais bon, il y a une... Il y a le FIFPL, non? Le FIFPL aussi, qui finance un peu, non? Oui, le FIFPL, c'est une OPCA des professionnels, on va le dire comme ça, vulgairement. C'est les professionnels qui le financent par le biais des URSSAF, c'est-à-dire qu'on leur prend une partie de leur URSSAF pour ça. Donc voilà, il y a une allocation aussi pour se former auprès du FIFPL. Bon, mais vos formations sont si exceptionnelles que les infirmières payent parfois avec leur argent personnel. Oui, on fait, en tout cas, on fait le maximum. Toute notre équipe, et nous sommes une grande équipe, hein, on est à peu près 80 personnes qui travaillent 80 personnes. Au sein d'Orient Santé. On a oublié de le signaler, c'était Montpellier. Oui, on est à Montpellier, mais... Décidément, Montpellier est une ville importante dans le domaine de la santé. Hein. Oui, absolument. C'est vrai. Et donc 80 donc, personnes à Montpellier. 80 personnes qui donnent le maximum d'eux-mêmes pour faire en sorte qu'on ait des formations de qualité. Et effectivement, on a un taux de satisfaction intéressant. Et on échange pas mal avec les professionnels. Mais les infirmières, quand elles payent un petit peu de façon personnelle, elles déduisent ça de leurs impôts? Absolument, oui, bien sûr, ça passe en charge professionnelle. D'accord. Ça fait combien d'infirmières que vous formez par an? Plus de 10 000. Plus de 10 000 par an. Ah oui, quand même. Oui. D'accord. Il y a combien d'infirmières libérales en France à peu près? 190 000 libérales. Après, il y a aussi avec nous, dans la même enveloppe, les infirmières des centres de santé, qui ont une structure à domicile, mais dans une structure particulière. Oui, tout en sachant qu'il y a à peu près 600 000 infirmières en France. En France. Si on compte les hospitalières, exactement. Etc. Bon, je dis infirmières parce qu'il y a quand même 80% d'infirmières. Oui. Non, c'est ça, à peu près 80-85%. Oui, 85% d'infirmières par rapport aux infirmiers, et qu'il y a une spécificité dans cette profession, c'est qu'on dit plutôt infirmière. C'est ce qu'avait dit entre autres le Conseil d'État en disant que c'est une profession où c'est la loi du genre qui l'emporte sur c'est la loi du nombre, pardon, qui l'emporte sur la loi du genre. Très bien. Et c'est vrai que en médecine, par exemple, dans nos spécialisés, ça se féminise beaucoup. Est-ce que, à l'inverse, chez les infirmières, ça se masculinise? Est-ce qu'il y a plus d'infirmiers hommes qu'avant? Non, ça reste toujours quand même toujours le même pourcentage, 12-15%. On reste toujours dans cette norme-là et ça bouge pas véritablement. Alors parlons de vous avez un énorme congrès tous les ans. Avec combien d'infirmières? On a à peu près 800 à 900 infirmières à chaque rendez-vous. Et donc cette année, ça se passe? Cette année, ça se passe à Prague. Une ville magnifique, je dois dire, je ne connaissais pas Prague. J'ai été visiter pour faire le repérage, c'est une ville magnifique. Et là, on va faire un congrès sur l'urgence dans le cas de crise sanitaire, attentats et autres. Donc ça va être quelque chose malheureusement qui est dans l'actualité. Et bien évidemment, les gestes importants. C'est sur 2 jours? C'est sur une journée? C'est sur 2 jours? 2 jours. D'accord. Et vous vous occupez de tout, de la logistique, de la formation, du programme, etc. Ouais, absolument. Donc c'est un très bon congrès. Je crois que le précédent était... Le précédent était à Amsterdam sur les voies veineuses centrales, tout ce qui est un peu en oncologie et en chimiothérapie. Et donc c'est un congrès qui tourne. Absolument. Ah oui, absolument. Alors, échange de qualité. Alors, j'ai comme une impression, j'ai regardé un petit peu sur votre site, vous évoluez un petit peu, non? Vous proposez maintenant des offres pluripro, très rapidement. Oui, parce qu'en fait, premièrement, il y a une évolution, c'est qu'on a pour la qualité des soins intérêt à travailler en équipe de proximité et que ça devient une évidence pour tout le monde.
Ce partage de connaissances. Et donc, notre levier pour aider les professionnels à travailler ensemble, c'est évidemment le partage de connaissances par la formation. Parce qu'en se connaissant mieux, on arrive à mieux travailler ensemble. D'accord, et à se faire confiance. Et comment voyez-vous maintenant l'avenir de la formation des infirmières libérales ? Je pense que de toute façon, ça va continuer. Hein. On a une obligation vis-à-vis du patient d'actualiser nos connaissances, oui. Le fond va peut-être pas changer, mais la forme, non. Est-ce que ça peut évoluer dans la forme ? Ah oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Je crois que l'avenir, vraiment, alors là, nous, on a un axe de développement qui est vraiment les formations pluriprofessionnelles. Je crois que le système de santé et la loi va aider à organiser ces formations et que nous, on fait le pari du pluriprofessionnel. Et alors là, on rejoint la proximité. Il faut que les gens qui travaillent ensemble se forment ensemble. C'est toute une organisation, des stratégies de développement. Mais c'est vraiment notre credo aujourd'hui, c'est partager vos pratiques entre disciplines différentes pour travailler ensemble au bénéfice du patient. Et vous parliez du e-learning, vous pensez que ça va prendre une place de plus en plus importante ? Oui, parce qu'en fait, ça va de plus en plus. Là, on est en train de lancer de l'innovation aussi, même dans le cadre du présentiel, faire des formations avec le digital, avec le numérique, avec de la simulation, du games, du jeu, et tout ça. Donc en fait, ça c'est important parce qu'il faut donner aussi quelque chose de beaucoup plus vivant, beaucoup plus moderne dans la formation. Et il y a des choses qui sont extraordinaires qui sont en train de se passer. Et bien sûr, Orion est là pour prendre ce train-là, quoi. Très bien, Marcel Afergan, merci beaucoup. Merci. William Livingston, merci beaucoup. Et restez avec nous pour la chronique d'Erwan Maurice. BFM Business, Check-up Santé, Smart Santé. Erwan Maurice, bonjour. Bonjour Fabien. Alors je sens que exceptionnellement, je ne vais pas aimer votre chronique Smart Santé. Ah bon ? Alors dites-moi, vous avez donc trouvé une appli qui permet de commander un médecin. Non mais dis donc. Ah bah oui Fabien, non mais il faut vivre avec son temps maintenant. Vous avez sûrement l'habitude de... Bah si, c'est la vérité. Je suis sûr vous prenez des Uber, chauffeurs privés, cab. Bien sûr. Avec votre téléphone. Sûr, voilà, vous sortez votre téléphone et puis vous commandez un VTC. Et ben pourquoi est-ce que vous ne feriez pas la même chose avec votre médecin ? Vous êtes malade, et ben vous restez chez vous. Vous restez chez vous tout simplement quand vous êtes malade. Vous prenez votre téléphone et là vous ouvrez le Uber des médecins, Medadom, c'est-à-dire médecin à domicile. L'appli vous localise et vous met directement en relation avec un médecin conventionné de secteur 1, donc remboursé par la sécurité sociale. Et la promesse, c'est que ce médecin, il est chez vous en 1h30 maximum. Ouais, un petit peu comme SOS Médecin, non ? Sauf qu'avec une appli, quoi. Voilà, exactement. Ok. Alors quel est l'intérêt de cette appli pour le médecin et pour le patient ? Ouais, tout à fait. Est-ce que vous savez, Fabien, que un jeune médecin sur 4 renonce à s'inscrire à l'ordre des médecins ? Bien sûr, et on sait pourquoi. Voilà. C'est énorme. Et voilà, notamment hélas, parce que c'est devenu trop compliqué de s'installer. Il y a une barrière financière, les charges sont très lourdes. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas avoir une activité de soins s'ils ne sont pas inscrits à l'ordre des médecins. Et donc, avec Medadom, le médecin n'a pas besoin d'avoir son propre cabinet. Il peut être chez lui et partir en consultation quand il reçoit un appel via l'appli. Pour le patient, c'est aussi très intéressant. 6 Français sur 10 renoncent à des soins du fait des délais d'attente, alors que là, normalement, on peut avoir un médecin donc en moins de 2 heures et sans rendez-vous. Et comment ça se passe au niveau du règlement ? Alors le règlement, il se fait directement auprès du médecin, et même ce n'est pas votre médecin traitant d'ailleurs, puisque vous êtes intégralement remboursé quand il s'agit d'une visite à domicile, et là, justement, c'est le cas. Et ça marche déjà ? Alors, on peut pas encore l'utiliser. C'est une version. Mais Fabien, ça suffit. Non, Fabien, il faut. Non, parce qu'ils vont se faire des amis avec SOS Médecin ou la gare de Pigalle de Paris. On verra. On verra bien. Pareil, il y a eu beaucoup de polémiques, beaucoup de problèmes. D'accord. Donc c'est pas encore. C'est pas encore lancé. C'est une version bêta qui est testée par une centaine de médecins et d'étudiants en médecine. Le but donc, c'est de lancer l'appli d'abord à Paris avec des médecins généralistes, puis des pédiatres, des gériatres ou infirmiers dans un second temps. Justement, vous pensez que ça peut s'appliquer aux infirmiers et infirmières ? D'abord, déjà, les infirmières viennent à domicile sans nécessairement avoir d'application. Mais j'aimerais vous poser une question sur les aspects déontologiques. Et il me semble que pour être installé, conventionné avec l'assurance maladie, il faut avoir... c'est une obligation d'avoir un cabinet. Et il faut avoir une adresse. Et il faut avoir une adresse. Voilà. Donc, il faut avoir des feuilles, comment comme cette SOS Médecins sont installés chez SOS Médecins. Alors, la contrainte que vous évoquiez par rapport aux jeunes médecins, on la comprend. Mais pour autant, quid
des règles professionnelles, des règles déontologiques. Alors, il faut maintenant, il paraît qu'on peut connaître donc les effets secondaires des médicaments grâce aux réseaux sociaux. Et oui, les réseaux sociaux peuvent aussi avoir un objectif très sérieux, et là, en l'occurrence, c'est le cas. La start-up Capcode lance un logiciel qui permet d'analyser des millions de messages postés sur les médicaments que les gens publient sur des blogs de santé, sur des forums de discussion ou sur des plateformes plus traditionnelles comme Twitter. Le téléphone arabe 2.0 quoi. Ouais, c'est un peu ça. Et le logiciel agit vraiment comme un radar. Il va pouvoir remonter jusqu'en 2005 sur ces réseaux sociaux pour détecter et interpréter des mots-clés. Au total, 500 médicaments sont traités, 27 millions de messages ont déjà été analysés. Donc c'est quand même... D'accord. Il a bien lancé. Il y a 19 000 médicaments en France. Alors est-ce que tout ça c'est bien fiable ? Alors, je vous avais prévenu, Erwan, non mais effectivement, que j'allais vous agresser. Vous avez raison. C'est le grand problème d'Internet, c'est la fiabilité. On trouve tout et n'importe quoi. Et effectivement, ça va être la principale difficulté pour cette start-up, être capable de faire le tri dans cette masse d'informations. Et c'est pour ça que Capcode fait le choix de se baser sur des sources dites fiables, notamment des sites qui ont donc des modérateurs, c'est-à-dire des personnes, des professionnels qui vont faire un peu le tri. En tout cas, il y a du potentiel dans ce secteur. J'aimerais terminer avec 2 chiffres, Fabien. En France, 18 000 personnes meurent chaque année d'effets secondaires et 150 000 sont hospitalisés. Comme quoi, il y a vraiment un travail à faire sur cette question, et les nouvelles technos auront certainement leur rôle à jouer. Alors, on peut aussi contacter les centres régionaux de pharmacovigilance de l'ANSM. Merci Erwan, à la semaine prochaine. Merci. Sans rancune ? Sans rancune aucune. Okay.